Vendredi 28 avril 2023, c'est l'heure de vous informer sur Malaika Télévision. Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. À la une de l'actualité, le commandant des forces de la communauté de pays d'Afrique de l'Est déployé en République démocratique du Congo, le Kenya, Jeff Nyaga, a jeté l'éponge ce vendredi. Le général de l'armée kenyan dit craindre pour sa sécurité, mais évoque aussi des campagnes de diabolisation financées contre l'action des troupes de l'EAC. L'actualité, c'est aussi l'effondrement du pont qui relie le territoire de Mitwaba à celui de Malemba-Nkulu sur la rivière qui sépare les deux territoires. Une situation qui perturbe le trafic entre les provinces du Haut-Katanga et de Olomami. Voilà tout pour le sommaire. Madame et messieurs, encore une fois, bienvenue. Je vous le disais, le commandant des forces régionales de l'EAC, le Kenyan Jeff Nyaga, a démissionné de ses fonctions ce vendredi 28 avril. Il a déposé sa lettre de démission auprès du secrétaire général de l'EAC. Parmi les raisons évoquées par le général kenyan, il fait état donc des pressions qu'il aurait subies de la part du gouvernement congolais, mais aussi de sa sécurité qui n'était pas garantie. Les pressions venaient aussi, selon lui, des groupes armés. Jeff Nyaga se dit également victime d'une vaste campagne de diabolisation sur sa gestion du cas M23 et ajoute même que le gouvernement congolais n'assurait pas de coûts administratifs de bureau du quartier général de forces régionales. Après sa démission, il a été immédiatement remplacé par le général Alfax Muturi et ce dernier nommé par le président kenyan William Ruto. Il faut tout de même signaler que cette démission intervient au lendemain d'une réunion d'évaluation entre le gouvernement congolais et une délégation de l'EAC sur le mandat des troupes de la force régionale déployées à l'est de la République démocratique du Congo. Selon le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, la RDC avait déjà saisi la communauté sur certains amendements qu'il faut apporter au statut de la force pour clarifier certains points, pour renforcer son efficacité et pour éviter une certaine confusion qui provoque des malentendus. Rappelons que les forces de l'EAC sont accusées par l'opinion publique congolaise d'une certaine léthargie dans la gestion de la question du M23. Nous allons rester toujours à l'est de la République démocratique du Congo pour parler de ce prorogation de l'état de siège. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, a, au nom du gouvernement, présenté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège, notamment dans le province de Nord Kivu ainsi que de l'Ituri, et devant les députés nationaux qui ont validé cette 47e prorogation de l'état de siège pour Rose Mutombo. Ce dernier a également tenu à expliquer pourquoi le gouvernement tient donc encore à ce dispositif exceptionnel. Je vous propose ici de suivre l'intervention de la ministre de la Justice devant l'Assemblée nationale. Vu l'accentuation des activités de certains groupes armés tels que les terroristes M23/RDF qui exécutent les plans d'agression du pays par le Rwanda, il est impérieux que l'état de siège soit prorogé pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre leurs opérations de pacification des espaces concernés. C'est donc pour ce faire, et en vertu de l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a saisi le Parlement sur décision du Conseil des ministres. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, telle est l'économie du présent projet de loi que je soumets aux honorables députés nationaux en vue de son adoption. Il comporte, outre l'exposé des motifs, 3 articles
Le premier article est consacré à l'autorisation des prorogations de l'état de siège. Le deuxième article est relatif à l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Le troisième et dernier article se rapporte à l'entrée en vigueur de la loi. Il faut dire que cette 47e prorogation de l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo continue à susciter des débats, notamment dans la classe politique congolaise. Si la majorité au pouvoir salue cette décision de proroger l'état de siège, il n'en est pas question pour l'opposition qui demande notamment la levée carrément de l'état de siège, notamment au Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Je vous propose ici de suivre Jérémy Yave. Il est cadre de Envol ici dans la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il répond au micro de David Kabamba et Junior Kazumba. L'état de siège est une fausse cacophonie en RDC. Une fausse cacophonie, pourquoi? Parce que imaginez-vous que naturellement on pensait qu'on devait arriver à 3 prorogations seulement. La possibilité de premièrement. Aujourd'hui, on a la 47e prorogation. D'ailleurs, c'est vous qui nous remontez cela. On avait même déjà oublié qu'on était même en plein état de siège. Pourquoi on avait oublié? Parce que le gouvernement pose des actions cacophoniques. En plein état de siège, on invite la ministre régionale de la communauté. En plein état de siège. Alors, l'état de siège, sous-entend au fond que c'est l'État qui prend les choses en main. Vous voyez, de manière à respecter sa propre souveraineté. En plein état de siège, on a eu à recourir à l'armée angolaise. En plein état de siège, nous avons la MONUSCO qui continue à exercer à se retrait pour aussi transition 2024. En plein état de siège, nous n'avons à la cité aujourd'hui entre les mains de l'armée congolaise. Je pense que finalement, l'état de siège est une farce. L'état de siège, en mon sens, par le fait que le gouvernement continue avec une diplomatie agitante et tripartite, ça signifie que l'état de siège n'a pas son sens. On ne demande pas beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de logistique. C'est que de ce point de vue, l'état de siège devient comme une action, excusez-moi de dire, de pacotille, qui n'est pas prise au sérieux parce que le gouvernement apparemment fait les choses très autrement. De 96, aujourd'hui en 2023, nous sommes à près de 11 500 000 morts. Des ultimatums ont été lancés jusqu'à maintenant. Vous voyez, des tripartites ont été tenus. Le président Kenyan a été même sur les lieux. Rien n'a été respecté. C'est que le choix est clair. Ce qu'il faut faire, c'est déclarer la guerre. Quand il déclarait la guerre, ce n'est pas le faire ipso facto parce qu'on n'en a pas les moyens. C'est que déjà, il faut une politique de déclaration de guerre par rapport au moins logistique. L'embargo a déjà été levé. C'est qu'on peut petit à petit commencer à enranger notre logistique en armement, petit à petit revoir la situation de traitement des sols militaires, parce que nous savons que dans 2 ans ou 3, on va frontalement attaquer le Rwanda. Moi, je pense que c'est la seule alternative qui mettra fin à cette théâtralisation de l'élection président de la présidence de la République. Et en bref, sachez que le député Edouard Amwanga Chouchou sera jugé par la haute cour militaire. Ainsi en a décidé la cour constitutionnelle qui a siégé en matière d'inconstitutionnalité. La cour a rejeté le mémoire unique sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense du député. Cet arrêt permet à la justice militaire de poursuivre l'instruction au fond de l'affaire déjà entamée. Mwanga Chouchou et le commissaire principal Robert Moucha Maliroa, le gardien de la société minière des Bissounzou, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre, des militaires, donc l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir, ainsi que la participation à un mouvement insurrectionnel. Et toujours au chapitre de la justice, la Cour constitutionnelle a statué sur la requête d'inconstitutionnalité introduite par Jean-Marc Kabound. Cette requête du président de l'Alliance pour le changement a été déclarée recevable mais non fondée. Ainsi, la Cour de cassation a été invitée à poursuivre avec l'instruction du dossier, ce que conteste le secrétaire général du parti politique de Jean-Marc Kabound. Il s'agit de Guilain Amouandji. Joseph Kaongo nous donne les plus amples explications.
C'est le jeudi 27 avril que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt dans l'affaire concernant le député Jean-Marc Abound, président du parti Alliance pour le changement. La plus haute juridiction en matière de justice en République démocratique du Congo a rejeté la requête de la défense de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale et a décidé de renvoyer Jean-Marc Abound devant la Cour de cassation. Et cela en donnant raison au procureur général près la Cour de cassation qui avait déclaré recevable le dossier, mais non fondé. La défense du président de l'Alliance pour le changement avait sollicité de surseoir l'instruction. C'est ainsi qu'elle avait saisi la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de la requête du ministère public tendant à obtenir la fixation du procès de l'ancien membre de l'UDPS. Cette situation a poussé à réagir le porte-parole d'Alliance pour le changement, Ghislain Mwanji, qui a exprimé son indignation. Pour nous, c'est sans surprise. L'arrêt rendu aujourd'hui par la Cour constitutionnelle relativement au dossier de l'honorable Jean-Marc Abound, notre président national, est une confirmation que la justice est instrumentalisée. Est-ce qu'il y a besoin d'être thésard en procédure ou en droit pour chercher à démontrer clairement qu'il y a inconstitutionnalité? Parce que déjà même l'autorisation des poursuites délivrée par le bureau de l'Assemblée nationale limite l'action du parquet général que sur ces 5 préventions. Mais comment pouvons-nous aujourd'hui nous retrouver avec 12 préventions? C'est là étonnant. Le président Jean-Marc Abound est bénéficiaire d'une ordonnance d'assignation à résidence surveillée, rendue par cette Cour de cassation en chambre du Conseil, conformément à la loi. Mais vous allez vous demander pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, le président Abound continue à vivre comme un otage politique du pouvoir en place et dans l'indifférence totale. Considérant la détention de Jean-Marc Abound comme étant une récupération politique, l'Alliance pour les changements promet de tout mettre en œuvre afin de faire acquitter son président. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle trouve que notre requête est recevable, mais que par la suite non fondée, que l'instruction pourrait se poursuivre devant la Cour. Mais il faut d'abord penser par exécuter l'ordonnance rendue par la Cour de cassation. Ça, c'est indiscutable juridiquement. Et donc, par la suite, nous allons voir avec quels moyens et par quelle posture continuer à imposer l'échec à cette manigance du pouvoir qui cherche carrément à écarter un adversaire politique, un candidat déclaré à la présidentielle qui est l'honorable Jean-Marc Abound. Nous allons poursuivre les procès politiques, nous allons déployer des moyens politiques pour y réserver un échec. L'ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale est poursuivi pour avoir tenu au cours d'un point de presse des propos qualifiés d'injurieux, de nature à alarmer la population et à porter atteinte à l'honneur dû aux institutions publiques et à la dignité du chef de l'État. Et dans un exercice télévisé, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, est revenu sur 2 ans à la tête du gouvernement. Ce dernier a évoqué plusieurs questions, notamment sur le plan économique, sécuritaire ou encore les élections en général en décembre 2023 prochain. Les précisions dans cet élément. Le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a totalisé 2 ans le 26 avril 2023. À l'occasion de cet anniversaire, le Premier ministre congolais s'est livré à l'exercice de redevabilité au cours d'une émission télévisée. Devant ses invités et les membres du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde a dressé le bilan à mi-parcours sur les actions menées pour bâtir un État fort, prospère et solidaire. En 2021, nous avions dépassé le budget qui avait été voté alors que nous n'étions pas encore installés. Et en 2022, nous avons pour la première fois depuis que la République démocratique du Congo est pays franchi la barre des 10 milliards pour atteindre 12 milliards. Et aujourd'hui, nous avions présenté ce budget de 14 milliards de dollars et l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, l'a relevé à 16 milliards de dollars avec assignation au gouvernement d'atteindre ces recettes. Je vais aussi rappeler que pour pouvoir y arriver, nous avions besoin d'avoir au niveau des régies, en tout cas, des méthodes de travail assez rigoureuses. 2 ans à la tête du gouvernement. Quel bilan dressé? La population est-elle satisfaite? Le chef du gouvernement s'est exprimé là-dessus. Je crois que je me mettrai à ce moment-là à la place de la population que nous servons et me dire vraiment, est-ce que je peux considérer que d'où je suis, la population est satisfaite? Je pense que la réponse serait qu'elle n'est pas totalement satisfaite. Même s'il
il y a des avancées dans d'autres secteurs, ils ont encore soif à ce que dans d'autres, ils puissent voir d'autres avancées. Mais nous, du point de vue du gouvernement, nous restons concentrés sur la déclinaison de l'action que nous devons mener. Et de ce point de vue, nous avons des points de satisfaction. Sur les élections prévues en décembre 2023, Jean-Michel Samalou Condé a réaffirmé la détermination du gouvernement congolais à donner tous les moyens nécessaires à la Commission électorale nationale indépendante pour organiser les scrutins dans le délai. Nous avons assuré ce qui pouvait être fait en 2021, parce que nous sommes arrivés, en 2022 pour atteindre un peu plus de 530 millions de dollars aujourd'hui. Et nous demandons à ce qu'avec la CENI, nous puissions travailler sur la rationalisation de ce budget. Il faut rappeler qu'ici, chaque fois, on a toujours mentionné le budget de la CENI comme étant celui qui est à 1 ou 1,2 milliard de dollars. C'est resté comme un peu une rhétorique. Mais ici, nous devons chaque fois essayer de nous adapter à nos moyens et garantir au fait des élections de qualité. Fort heureusement, nous avons en face de nous une CENI très responsable, avec laquelle nous avançons à chaque pas et pour lesquels nous sommes obligés de répondre, en tout cas de manière conséquente, aux besoins qui nous sont exprimés. Au cours de ce même exercice télévisé, le chef du gouvernement a réitéré sa détermination et sa volonté à accompagner le président de la République dans la défense de l'intégrité du territoire national face à l'agression rwandaise. Et la Commission électorale nationale indépendante a déposé son rapport annuel au niveau de l'Assemblée nationale. La centrale électorale est satisfaite notamment par rapport à l'organisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il faut dire que, donc, je vous propose ici de suivre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kaduma, et il est ici donc dans cet extrait choisi pour vous. Nous sommes ici pour rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale et c'est ce que nous avons fait pour lui soumettre le rapport annuel des activités de la CENI. C'est un rapport qui couvre la période allant d'avril 2022 à mars de cette année, donc 2023. Et c'est une disposition légale, nous devons soumettre nos rapports et ça fait partie de la redevabilité. Nous parlons de tout ce que nous avons pu réaliser durant les 12 derniers mois. Bon, les points de séance, il y en a beaucoup. En tout cas, il faut dire que c'était une année remplie d'activités. Il y a des aspects ayant trait à la cartographie des centres d'inscription, mais le gros du travail tourne l'identification et l'enrôlement des électeurs. Il y a un exercice qui vient de prendre fin il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, il y a des questions aussi d'organisation interne, c'est-à-dire tout ce que la CENI a comme vision, comme mission, comme objectif stratégique, les résultats obtenus durant cet exercice. Donc, sans pouvoir aller dans les détails, je peux seulement vous dire que les résultats sont assez impressionnants pour une équipe qui a été mise en place avec beaucoup de retard. Nous avons pu réaliser un très grand travail. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que, si vous prenez le cas, par exemple, de l'enrôlement des électeurs, ça a été fait en un temps record. Et toujours en politique, sachez que le parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP en sigle, de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa Yobelo, a exprimé des inquiétudes face à la situation actuelle en République démocratique du Congo, notamment sur le plan sécuritaire. Ce dernier a fustigé et revenu sur ce qu'il qualifie donc de l'inefficacité de forces de l'EAC à l'est de la République démocratique du Congo. Dans sa déclaration politique du 27 avril 2023, intitulée « La nation est en danger », le président de l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple, Corneille Nangaa, a dressé un tableau sombre sur la situation actuelle du pays. Il s'est exprimé sur des questions brûlantes de la République démocratique du Congo, notamment la question sécuritaire marquée par l'activisme de groupes armés locaux et étrangers et l'inactivité, selon lui, de la force régionale de l'EAC qui a atteint ses limites. Selon l'ancien président de la CENI, aujourd'hui acteur politique. C'est ainsi que Corneille Nangaa suggère un retrait pur et simple de la force régionale de l'EAC
tout en soulignant que ce retrait ne va pas entraîner forcément la remise en cause de l'adhésion de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président de l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple s'est aussi interrogé sur le financement de la force régionale de l'EAC. Le ministre des Affaires étrangères congolais avait communiqué le 13 février 2023 que la RDC avait contribué de manière substantielle au budget de cette force, sans préciser le montant exact. Un budget de l'intervention de la force régionale à l'est de la RDC qui s'élèverait à près de 100 millions de dollars américains pour 6 mois. Au-delà des fonds disponibilisés par les pays membres pour lancer les déploiements de la force régionale, Corneille Nangaa souligne que jusque-là, la demande faite à l'Union européenne d'aider au financement de cette force régionale n'a pas encore obtenu une suite favorable, malgré le plaidoyer du président français lors de son passage à Kinshasa. Un imbroglio autour des différentes attentes de contribution à la dite force régionale dénoncée par le président de la DCP. Et la ville de Lubumbashi vit depuis un temps au rythme de troubles ça et là, des bagarres entre jeunes de partis politiques. C'est en tout cas ce qui s'est passé de jeudi 27 avril 2023 au marché Zambia où la situation était invivable. Et comment analyser cette question-là? Ici, je vous propose de suivre Bertin Achose. Il est cadre du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga qui fait sa lecture. Nous sommes en train d'assister impuissamment à ces activités qui troublent l'ordre public au niveau de jeunes de certains partis politiques, de l'Union sacrée, entre autres les jeunes qui se déclarent être de Jinafec et les jeunes qui se déclarent être de l'IDPS. Tous ces deux camps ou partis politiques sont dans l'Union sacrée. Et ils travaillent au compte du président de la République. Et donc, les institutions où la police et l'armée travaillent aussi au compte du gouvernement et au compte du président de la République, qui est l'institution, bien sûr. Et nous, la population, nous attendons du président de la République la paix, la tranquillité et le manger. Quand nous trouvons que ces gens qui devaient travailler pour nous donner la paix, pour aider le président de la République afin que ses objectifs et ses rêves puissent être atteints, n'arrivent pas à les faire convenablement, nous les projectilistes de la sécurité, nous disons nous ne sommes pas loin de la guerre civile. Et cette guerre civile, nous allons l'endosser auprès de l'Union sacrée. Nous tenons en témoin la communauté internationale. Si rien n'est fait, seront des désolations, de morts seront comptées ici. Et nous ne ferons pas cela. C'est pour cela. Nous demandons au président de la République, qui est le président et le chef de l'Union sacrée, de prendre tout ce qui est de ses possibilités pour que ces histoires soient anéanties et que cessent les troubles dans notre ville de Lubumbashi ainsi que dans les environs. Je vous le disais à l'entame de cette édition du journal, la route reliant le territoire de Mitwaba à Malimbankoulou est coupée en deux. Cela est dû à l'effondrement d'un pont à hauteur du village Kisha, à la limite entre les deux provinces, donc le Katanga et le Olomami. 3 camions en provenance de Lubumbashi vers Kialo, au bord donc du fleuve Congo, sont coincés à une rivière où le pont s'est effondré cette semaine. L'un de ces camions transportant des marchandises s'est renversé avant de bloquer complètement le passage, selon nos sources sur place. Pour le moment, le trafic est très perturbé sur ces axes.
Parlons à présent de cet début de la saison en sèche, notamment ici dans la région du Haut-Katanga, avec les températures qui ne cessent de baisser. À Lubumbashi, il s'observe beaucoup de poussière et autres, notamment les matins, ce qui causerait notamment de maladies. Comment est-ce que l'on doit prendre donc, des dispositions pour gérer ces genres de situations? Ici, je vous propose de suivre cet élément de reportage signé par Aline Chabani et Roli Elokida. Poussière, froid, vent, des phénomènes qui annoncent la saison sèche à Lubumbashi. Cette saison est souvent associée à une diminution significative de précipitations et une augmentation de risques de maladies hydriques et respiratoires. Rencontrés à ce sujet, les docteurs Njondo Trésor donnent les différentes mesures préventives que la population doit appliquer pour éviter les différentes maladies liées à la saison sèche. Les pathologies rencontrées souvent pendant la saison sèche sont particulièrement les pathologies qui touchent les voies respiratoires et la peau, parce que ce sont les deux interfaces qui séparent l'extérieur du milieu intérieur de l'homme. Et ces pathologies sont essentiellement dues à la poussière ambiante, dans laquelle nous trouvons de nombreuses particules d'herbes, de nombreuses particules d'animaux, des micro-organismes comme les virus, les bactéries, voire même des champignons. Et ce sont ces micro-organismes-là qui constituent des agresseurs, qui agressent les voies respiratoires. Donc pendant la saison sèche, il faudra bien se couvrir, bien se protéger contre les poussières. Par exemple, le matin, pendant la saison sèche, vous avez la température qui arrive, qui descend jusqu'à 32 ou 29 degrés. Vous n'allez pas sortir comme ça, il faudra user d'une bonne hygiène de vie. Ça veut dire prendre un bain tiède et bien se couvrir, prendre son thé chaud et prendre maintenant ces risques-là de sortir et aller travailler parce qu'il fait extrêmement froid. Les débuts de la saison sèche est une période de l'année qui apporte son lot de défis sanitaires pour la population, la prise en compte des mesures préventives et une sensibilisation des autorités sanitaires pourra amoindrir les risques. Et voilà, madame, messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce téléjournal. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci pour avoir su si bien nous accompagner. Et mon plus grand plaisir sera celui de vous retrouver prochainement. D'ici là, restez en compagnie de programmes de Malaika Télévision.